ça, pour moi, ça permet vraiment de faire monter le niveau de confiance d'un propriétaire envers un agent immobilier, puisque les gens sont en recherche de gens honnêtes, transparents, de confiance. Donc ça plante une graine dans l'esprit du propriétaire qui se dit peut-être qu'il va falloir que je procède à une baisse de prix pour dynamiser ma vente et basculer. Les propriétaires comme les acquéreurs n'ont jamais eu, depuis les 10 dernières années, autant besoin de professionnels de l'immobilier. Déjà d'être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre ses clients et les accompagner au mieux. C'est sûr que si votre client ne voit pas en vous une épaule solide sur laquelle il peut se reposer, c'est plus compliqué. Tu manques actuellement cruellement d'acquéreurs, ce qui te met dans une position inconfortable vis-à-vis de ton vendeur. Bonne nouvelle, dans ce podcast, on va t'expliquer comment réagir avec tes acquéreurs, mais également avec tes vendeurs. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre serviteur. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Avon. Salut Jean-Philippe. Salut tout le monde, salut Cédric. T'as la forme? Ouais, nickel, et toi? Parfait. Surtout que là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est... un sujet sport. C'est solide là. Hein. Donc effectivement, on tourne cette vidéo en 2024, mais peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo en 2034 avec une nouvelle crise immobilière et une problématique d'acquéreurs. Hein. On change de marché et donc on a moins d'acquéreurs. Bien évidemment, je vous rappelle que vous êtes libre de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous regardez sur YouTube, à ce podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music ou Podcast Addict. Ceci étant dit, Jean-Philippe, est-ce qu'aujourd'hui tu as des coachés qui rencontrent ce problème? Absolument, j'en ai. Alors des coachés qui rencontrent des problèmes d'acquéreurs, j'en ai en région parisienne, j'en ai en banlieue bordelaise, j'en ai au Luxembourg. J'en ai, voilà. En fait, c'est pas compliqué, c'est tous les lieux où il y a eu des baisses de prix massives sur les 12 derniers mois, et notamment des baisses de prix de 10-11% quand tu regardes sur les 12 derniers mois. Ouais. Ces zones que je viens de citer notamment. Alors tu vois, on a donc deux questions. Donc on a Stéphane. Donc merci vraiment pour vos questions, c'est top. N'hésitez pas systématiquement à reposer vos questions, soit ici dans les commentaires de ce podcast ou de nous les envoyer par mail. Donc Stéphane qui nous dit « Hello Cédric, ma problématique du moment, j'ai des mandats mais très peu d'appels et de visites, c'est très frustrant. Comment gérer ça ?» Donc cette frustration et qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à ça? Que dire aux propriétaires vendeurs? Que faire avant de perdre le mandat? Ouais, là déjà tu es dans une position de perdant. Là. Comment faire pour ne pas perdre le mandat? C'est pas grave, mais tu vas le perdre, hein, t'inquiète. Ouais, tu vas le perdre. Non, tu vas pas le perdre, on va t'expliquer comment. Comment aller chercher les acquéreurs s'ils ne viennent pas à nous via les annonces? Parfait. Et on a également Elodie qui est sur le même thème. Donc problématique à trouver des acquéreurs. Elle, ça lui pose des problèmes de perte de confiance. Elle manque de confiance en elle. Forcément, les biens se vendent plus comme en 2020 à 2022 comme des petits pains. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? On va y venir. Elle a actuellement 14 biens en vente. Donc plusieurs qui sont largement visités et malgré de nombreuses visites, aucune offre ne tombe. Alors là, c'est autre chose encore, t'as vu? Ouais, tout à l'heure, il y avait peu de visites. Ouais. Et là, il y a plein de sujets en fait différents qui font appel à différentes notions, donc on va faire au mieux pour répondre. Je pense qu'on va les prendre un petit peu, on va les égrener petit à petit. Et on va leur répondre comme ça, je pense. Et donc là, finalement, elle se remet en question sur le déroulé des visites. Est-ce qu'elle fait les choses bien? Mais il y a peut-être autre chose en amont aussi. Comment amener facilement des acquéreurs à se positionner quand le bien les intéresse sans se montrer insistant et au contraire prendre le risque de les faire fuir? Eh bien écoute, je pense qu'on est bon sur les questions. On y va, on attaque? Rien que ça, hein. Ok, ouais, on peut attaquer, pas de souci. Alors Jean-Philippe, déjà, toi, quand un coaché te présente ce sujet-là, tu le vois sous plusieurs angles, sous un seul angle? Comment est-ce que tu vois la chose? Moi, la première chose que je regarde, en fait, quand un coaché me parle, j'ai un manque d'acquéreurs, tout ça, et ils me disent, mais j'ai fait une baisse de prix, ou alors, en plus, j'ai fait mon avis de valeur, j'ai mis le bien dans une bonne fourchette de prix, etc., mais mon téléphone ne sonne pas. Donc moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Sur mon petit ordinateur, mon petit écran, je vais de suite taper dans Google prix mètre carré, Bordeaux, ou je sais rien, des trucs près de Bordeaux, genre Léognan, etc. Donc je tape le prix au mètre carré et le nom de la ville, et je regarde. Donc pour moi, les deux bases de données fiables,
Pour moi, celle que je préconise le plus, c'est Meilleurs Agents, parce que Meilleurs Agents, pour moi, il y a les dates, il y a les biens qui ont été vendus aussi sur les 6 derniers mois, chose qui n'est pas nécessairement le cas quand tu regardes DVF. Donc du coup, je regarde plutôt Meilleurs Agents. Et là, je regarde et souvent, en fait, déjà de base, c'est le premier constat que je fais, c'est il y a eu une baisse de 10% sur les 12 derniers mois. Donc même si un vendeur s'est mis en tête que son bien valait 500 000, que tu fais une estimation entre 460 et 480 et que tu arrives à mettre le bien entre 470 et 480, donc tu es trop content, peut-être que ce ne sera pas suffisant en réalité. En réalité, peut-être que la réalité, elle est à 450, peut-être, par rapport au rythme de baisse de prix qu'il y a depuis ces 12 derniers mois. Et ça, c'est une réalité que j'ai constatée et qui a donné lieu aussi à des déblocages de situation. Parce que quand le conseiller immobilier me parle, c'est OK, est-ce que en fait, c'est suffisant par rapport au crash qu'on a eu sur certaines zones? Et effectivement, sur certains, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment ce que je fais, donc pour répondre, c'est la première chose que je fais quand un conseiller me parle de ses difficultés. Et donc, c'est à vous, conseiller immobilier, de checker ça donc, sur Meilleurs Agents, mais aussi de regarder le nombre de biens qu'il y a à vendre sur votre secteur, sur Le Bon Coin, Se Loger. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais de mois en mois, je prenais une capture d'écran du nombre de biens qu'il y avait de commercialisés sur ma zone de chalandise, de manière à pouvoir aussi tenir au courant à la fois les propriétaires vendeurs avec lesquels j'avais actuellement un mandat, mais également pour tous les R1 qui allaient à venir, de manière à leur prouver que j'ai fait une veille concurrentielle, veille de marché, pour leur expliquer que oui, l'accumulation de biens fait que l'équilibre entre l'offre et la demande se dérégule, et donc du coup, on a besoin de réajustements progressifs. Et voilà. Voilà comment est-ce que moi j'aborde la question. Ok, très bien. Alors donc, ça c'est important, effectivement, une analyse que l'on fait de son marché. On essaye de comprendre quelles sont les raisons qui font qu'il n'y ait plus de visites ou beaucoup moins, par exemple, pour le cas de figure de Stéphane. Ok, une fois qu'on a fait cette analyse, on refait des ajustements. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, ce que je préconise, c'est que d'abord, on a besoin de checker aussi sur une zone si on n'a pas d'abord, avant de songer à des baisses de prix, c'est très important de checker, d'après moi, s'il n'y a pas juste un allongement des délais de vente. Okay, donc, après, qui dit allongement des délais de vente ou l'accumulation des délais de vente fait qu'il y a quand même naturellement baisse de prix in fine parce qu'il y a réajustement. Pour autant, je pense que déjà de traiter la question d'allonger naturellement les délais de vente, c'est quand même déjà pas mal. Donc, pour donner un ordre d'idée, quand on était en 2019 au niveau du marché, on mettait en moyenne 84 jours pour trouver un acquéreur. Pendant la période Covid, vraisemblablement, je ne sais pas, mais je pense qu'on était à moins de 30 jours. Donc, on a eu un marché particulièrement dynamique. D'après moi, je pense que ce marché de 2019 doit être à peu près représentatif de la norme de ce qui doit se faire. Puisque, en fait, il ne faut pas oublier donc, en immobilier, donc, comme on a l'habitude de savoir, les biens brûlés, c'est-à-dire ceux qui restent trop longtemps sur le marché, c'est 6 mois. Mais c'est également valable aussi dans un marché en crise. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on va avoir tendance à considérer le bien comme étant beaucoup trop vu, etc. Donc, on ne peut pas rallonger à 9 mois ou à 12 mois la durée maximale parce qu'on aura quand même cet effet de brûlage de biens. Donc c'est pour ça que ça me semble cohérent de revenir sur des repères de marché de 2019, c'est-à-dire de se dire il faut à peu près 3 mois, on se laisse une moyenne de 3 mois par bien pour trouver un acquéreur, et donc d'articuler les modalités de commercialisation par rapport à ces données d'anciens marchés et pas aux données de 2021. Et donc, moi ce que je préconise, c'est quand je parle de plan de modalité de commercialisation, c'est de partir avec un plan extrêmement clair, stratégique avec le propriétaire vendeur, avec une certaine mise à prix et un plan de baisse de prix du bien de 2 fois 4% potentiellement dans les 3 mois de commercialisation afin de respecter ce délai moyen de 3 mois pour trouver un acquéreur. Est-ce que ça déjà c'est clair? Oui, très clair. Ok, très bien. Jean-Philippe, alors comment est-ce qu'on va dire, on gère la relation avec le vendeur lorsque l'on est face à ce genre de situation, selon toi? Alors, déjà, pour moi, la relation, alors le manque d'acquéreurs, parce que c'est le thème de ce podcast, se gère de 2 côtés. Il y a la relation avec le vendeur et la relation avec les acquéreurs. C'est comment on trouve des acquéreurs d'une part et comment on gère notre relation avec les vendeurs d'autre part. Donc pour le côté vendeur, pour moi c'est extrêmement clair. Déjà, il y a un travail à faire en amont de tout R1
qui est de se constituer un fichier acquéreur avec les gens qui viennent visiter les biens qu'on a déjà en portefeuille, de manière aussi à montrer notre expertise dans le cadre du R1 pour faire monter au maximum le niveau de confiance et montrer aux propriétaires qu'on est actif sur un secteur. Donc en réalité, on voit que la gestion du manque d'acquéreurs, c'est un ensemble d'étapes, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'on va garder la confiance du propriétaire vendeur. Et ça commence dès le R1, en fait, pour montrer qu'on est actif sur le secteur, qu'on est en veille, etc. Et donc, ça, c'est dans le cadre peut-être du R1, R2, etc., qu'on présente qu'on montre patte blanche, déjà, par rapport à notre expertise du secteur. Et ensuite, le deuxième élément qui me semble fondamental dans l'établissement de la relation avec un propriétaire-vendeur, c'est le fait de faire montre de pédagogie, toujours, par rapport à une zone, par rapport au marché, bien sûr, ce qui se passe sur le plan national, mais aussi sur le plan local. Et ça, on a vraiment besoin de l'expliquer à un propriétaire-vendeur et de rappeler qu'un agent immobilier, un conseiller immobilier, ne serait-ce que par la loi Hoguet, a une obligation de moyens. Et en fait, même si on peut critiquer la loi Hoguet sur pas mal d'aspects, en réalité, c'est parce que dans la loi Hoguet, on a parfaitement conscience qu'une vente ne fait pas partie de l'influence directe de l'agent immobilier, qu'un agent immobilier a une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Et c'est la raison pour laquelle on peut aussi utiliser ces éléments factuels pour expliquer aux vendeurs que nous allons tout mettre en place pour vendre son bien, qu'il peut travailler avec n'importe quel professionnel de l'immobilier. S'il y a un professionnel de l'immobilier qui lui dit « c'est sûr, je vais vendre votre bien » ou « je vous promets de vendre votre bien », etc., sur une zone qui est sinistrée, eh bien, c'est tout simplement pas un agent immobilier qui fait un travail, on va dire, qui fait preuve d'une intégrité sans faille. En fait, parce qu'on ne peut pas promettre ça, parce que c'est en dehors de notre zone d'influence. Et c'est pour ça que dans la loi Hoguet, il n'y a pas écrit qu'on doit vendre le bien. On a une obligation de moyens. Donc ça, on a un devoir de conseil envers les propriétaires, et ce devoir de conseil nous oblige également à éclairer le vendeur sur ce point-là. Mais par contre, même si, bien évidemment, que ce discours est moins marketing, donc il est peut-être un peu moins sexy, mais il est quand même empreint d'une véritable réassurance du propriétaire, eh bien, ça, pour moi, ça permet vraiment de faire monter le niveau de confiance d'un propriétaire envers un agent immobilier, puisque les gens sont en recherche de gens honnêtes, transparents, de confiance. Donc, pour moi, il y a ce rôle-là d'éclairage, ne serait-ce que par les aspects juridiques d'une part, et d'autre part sur les aspects macroéconomiques de ce qui se passe à l'échelle nationale en lui montrant l'évolution du prêt, en simulant aussi éventuellement dans le cadre de la remise de l'avis de valeur. Mais vous voyez, dans le marché de 2021, un acquéreur avec un taux de 1%, avec votre bien qui valait 500 000 €, il pouvait emprunter tant, etc. Entre-temps, les taux ont augmenté de ça, donc ça veut dire que sa capacité d'emprunt est passée de ça à ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus se permettre de mettre le bien à ce niveau-là de prix, parce que le pouvoir d'achat a diminué de 25%, donc on ne va pas baisser de 25% l'avis de valeur, mais de 10%, c'est quelque chose qui semble justifié par rapport. Donc d'expliquer factuellement ce qui se passe de manière à ce qu'un propriétaire puisse pleinement s'approprier le raisonnement que vous lui avez tenu. Ok. Est-ce que pour toi, ça fait sens de signer des mandats simples dans ce genre de cas de figure ou de signer des mandats exclusifs ? Pour moi, en fait, ça n'a jamais fait sens de signer des mandats simples et ça n'en fait plus aujourd'hui. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Pour moi, l'enjeu est de signer le mandat exclusif et de maintenir ce mandat exclusif et de conserver cette confiance. Quitte à ce que ça se concrétise par une ouverture du mandat peut-être à d'autres confrères. Moi, de ce que je ferais, je me rapprocherai éventuellement des confrères du secteur et qu'on convienne peut-être de mode de fonctionnement ensemble, en se disant peut-être que moi j'ai comme politique de fermer mon mandat pendant 2-3 semaines, de le fermer, c'est-à-dire de ne pas l'ouvrir aux confrères pendant 2-3 semaines, parce que je veux me laisser l'échange de vendre seul. En revanche, je l'ouvre à partir de plus de 3 semaines, etc. C'est quelque chose qui est totalement envisageable. Et surtout, c'est important de le faire réellement avec les confrères, mais c'est surtout important de le faire savoir aux propriétaires, puisque une des grandes croyances des propriétaires, c'est comme je multiplie les agences, ils vont se tirer la bourre, ils vont me trouver l'acquéreur qu'un ne saura pas m'envoyer, etc. Donc lui montrer qu'on est le seul interlocuteur parce qu'on a les compétences, parce qu'on est grosso modo le mieux placé pour vendre son bien, mais que nous sommes ouverts et que du coup on ne peut passer à côté d'aucun acquéreur puisqu'on est ouvert à toutes les propositions. Donc pour moi, l'enjeu, il est là dans le maintien de la relation de confiance avec son propriétaire. Et je peux
ajouter aussi quelque chose, c'est que dans le maintien de la relation, il est extrêmement important au moment du R2, quand on prend le mandat, de dire ce que l'on va faire, de faire ce que l'on dit. Ça, c'est un principe d'intégrité, et le fait de maintenir cette intégrité permet de maintenir la confiance. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important, et en réalité, les propriétaires comme les acquéreurs n'ont jamais eu, depuis les 10 dernières années, autant besoin de professionnels de l'immobilier. Parce qu'il faut savoir que quand c'est dur pour les professionnels de l'immobilier, c'est encore plus dur pour les néophytes et pour ceux qui n'ont pas de connaissances, en réalité. Donc, vous vous plaignez des fois de ne pas savoir faire la différence. Là, vous avez une occasion claire de faire la différence. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Ok, parfait. Tu vois, moi je trouve que on va dire, accompagnement, cette relation, on va dire, ces échanges doivent être personnalisés au maximum. C'est-à-dire que tu parlais de ce mandat où on a une obligation de moyens. On va indiquer dans le mandat un mode de suivi, et d'ailleurs c'est ce qu'on doit faire, très, très logiquement. Et c'est important de s'y tenir, mais certains propriétaires auront besoin de moins de contacts que d'autres. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un contact avec un propriétaire à minima toutes les 2 semaines, tous les 15 jours, idéalement toutes les semaines, un petit bilan rapide. Et ça peut passer par des solutions qui sont très très simples et très peu chronophages. C'est par exemple de faire un petit vocal ou une petite vidéo. Moi, j'aimais beaucoup faire des petites vidéos à l'époque que j'envoyais au propriétaire via WhatsApp pour lui dire, voilà, on en est là cette semaine, on a eu tant de visites sur le portail, on sent qu'il y a un essoufflement par rapport à cette période-là, machin. À côté de ça, sachez que j'ai vendu tel bien, suite à une baisse de prix. Alors ça, c'est une petite astuce que j'ai eue lors d'un Forcimocamp par une personne de l'Assemblée. C'est qu'elle faisait un mail à tous ses propriétaires en fin de semaine en disant, en gros, regardez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, tous ces propriétaires m'ont écouté sur une baisse de prix, et aujourd'hui, je vous annonce que leur bien a été vendu, machin. Donc ça plante une graine dans l'esprit du propriétaire qui se dit, peut-être qu'il va falloir que je procède à une baisse de prix pour dynamiser ma vente et basculer. Absolument, super, j'ai rien à ajouter sur ça. Ok, parfait. Maintenant, comment est-ce qu'on gère sa frustration parce que là, Stéphane nous dit, il est frustré, il n'est pas à l'aise avec ça. Comment est-ce qu'on gère ça ? Fais du sport. non. Dors et mange bien. Pour moi, on a beaucoup parlé de la gestion de la relation avec le propriétaire-vendeur. Donc là, on vient de faire en gros un côté, et maintenant on peut chercher, comment on gère cette frustration ? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher plus d'acquéreurs ? Donc on a commencé à amorcer le truc en expliquant qu'on pouvait ouvrir aux confrères. Donc ça, c'est déjà une première chose, de convenir de modalités avec eux de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose qui est possible également. Mais pour moi, la meilleure initiative qui existe, c'est de faire un mailing, même écrit façon, pas amateur, mais juste sur un ordinateur très simple, avec peut-être un petit papier en tête, etc. Et d'aller faire une session de porte-à-porte sur les, 500 boîtes aux lettres autour du bien que l'on a à vendre. Et ça nous permet, ça nous permet d'avoir un vrai prétexte pour aller faire du porte-à-porte, quelque chose qui apporte de la valeur dans la vie des gens, parce qu'en réalité, les personnes qui habitent à côté du bien connaissent souvent des personnes dans leur entourage, etc., des amis qui sont venus manger chez eux, qui ont dit « Ah, c'est joli chez toi, nous, ça nous dirait un jour d'habiter un quartier comme ça, etc. » Donc en fait, on a plein d'opportunités possibles. Mais donc, du coup, nous, notre job en tant qu'agent immobilier, n'oublions pas que c'est un métier d'intermédiation. Donc, on, à la fois, on cherche des vendeurs et on cherche des acquéreurs. Et là, pour le coup, on fait vraiment notre job d'aller chercher des acquéreurs. D'autant plus que, alors, je me souviens plus de la statistique, mais il y avait un truc du genre que j'avais lu un jour dans le journal de l'agence. C'était un économiste de l'immobilier qui avait écrit ça, et qui expliquait que la moitié des déménagements se font dans un rayon de 40 km autour du bien à vendre, en fait. Autour du bien, que l'on a vendu ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça veut dire que le bien qui est à vendre, il y a de fortes chances pour que dans un rayon de 40-50 km autour du bien se trouve en réalité l'acquéreur qui va acheter le bien. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire un mailing sur 40-50 km. Néanmoins, on sait que dans le même quartier... Ça paraît compliqué. C'est un petit peu compliqué de faire un mailing sur 20 000 boîtes aux lettres. Encore que, voilà. Mais d'aller faire une session de porte-à-porte sur 300 à 500 boîtes aux lettres autour du bien et de dire bonjour, je suis tel agent, je suis expert du secteur, on a ce bien à vendre là en ce moment. Est-ce que vous-même auriez un projet d'achat en ce sens ? Parce qu'il y a aussi des locataires qui habitent dans le coin et qui chercheraient éventuellement à acheter. Bref, voilà, est-ce que vous-même ou un proche de votre famille, qui vous connaîtriez, qui aurait envie d'acheter ici ? Donc, c'est pas de dire est-ce que vous connaissez ?
C'est plutôt d'orienter la question de qui vous connaîtriez, qui souhaiterait acheter ici, dans vos amis, vos connaissants, qui vous connaissez. Et ça a permis de débloquer la situation de certains coachés que j'ai eus, parce qu'ils ont trouvé en fait des acquéreurs, ça peut déclencher des offres, etc. Mais donc voilà, c'est un mailing par contre sur plusieurs jours. Une session de porte-à-porte, pour moi, c'est sur un mois, hein, quasiment sur un mois, tu peux le faire. Et voilà, pour moi, c'est mon meilleur tips. Après, tu en as d'autres tips, mais ça, c'est vraiment le majeur, de faire un mailing autour et porte-à-porte. Ouais. Après, tu as un tips qui m'a été donné par notre nouvelle coach, Sonia, quand on présentera un petit peu plus tard, qui m'a dit, moi, il y a un truc qui fonctionnait bien, c'est que sur Le Bon Coin, il y a une section vente et il y a une section aussi recherche. Et en fait, le fait de regarder dans Le Bon Coin la section recherche aussi, des gens, ça te permet de trouver aussi des acquéreurs. Et si ça se trouve, tu trouveras des personnes qui, un, ont un budget qualifié et deux, qui ont un projet dans la zone de chalandise sur laquelle tu opères. Donc ça, c'est un deuxième tips aussi qu'on peut avancer. Ouais. Donc finalement, on va dire de manière générale, ça veut dire de réorienter davantage l'ensemble de nos communications davantage vers les acquéreurs que les vendeurs, parce qu'avant finalement on cherchait beaucoup de mandats et tout ça, les acquéreurs arrivaient naturellement, et on va mettre un petit focus, un petit plus, on va dire côté acquéreur dans ces périodes-là, pour essayer de dynamiser un petit peu les biens qu'on a à la vente. Ok, parfait. Et donc on a Elodie, Elodie qui nous dit que finalement, elle, c'est pas vraiment le même cas de figure que Stéphane. Elle a des biens en portefeuille, elle a 14 biens en portefeuille. Plusieurs sont largement visités. Et malgré de nombreuses visites, aucune offre ne tombe. Alors tu vois là, ce qu'on constate nous à l'agence, c'est que par rapport à la même période de l'année dernière, on a 2 à 4 fois plus d'acquéreurs, là en ce moment, de prospects acquéreurs. Par contre, ce que l'on constate, c'est que la grande majorité sont dans une phase de début de recherche, et donc on sent qu'il n'y a pas cette dynamique qu'on a connue les années précédentes avec des acquéreurs qui se bousculent derrière un bien, qui veulent absolument se positionner rapidement. Là, c'est très lent. Comment est-ce qu'on réagit face à ça? Ok. Par rapport à ce que tu dis, je pense qu'on est dans une période actuelle, là où on parle en juin 2024, en tout cas ici, de période de stabilisation du marché. C'est-à-dire que cette urgence, en fait, ils savent qu'on est sur une période de restabilisation, et donc du coup, comme ils le savent, ils ne vont pas nécessairement se presser, d'autant plus s'ils sont en recherche de biens, etc. Je pense que cet effet-là, à mon avis, va s'estomper. Plus le temps passe, plus ça va s'estomper, et plus il y a une dynamique un peu plus importante de mise en concurrence qui va refaire surface. Donc je pense que ça, c'est temporaire. Pour autant, pour moi, je pense qu'on a un véritable travail à faire d'éclairer les gens et d'être des guides pour eux. C'est-à-dire que pour moi, un commercial doit être là pour rassurer les gens s'il y a matière à rassurer. Mais pour ça, pour moi, un job de commercial, c'est recueil des besoins et traitement des besoins. Mais des fois, les besoins peuvent être des peurs à traiter. Mais aussi bien des fois des peurs sur les propriétaires vendeurs parfois, mais aussi chez les acquéreurs. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on est conseiller immobilier, on a vraiment un devoir d'aller chercher l'information pour recueillir le besoin ou de recueillir l'objection. Puisqu'au bout d'un moment, à partir d'un certain moment du process, il ne s'agit plus d'un besoin, mais il s'agit d'une objection. Mais l'objection cache en réalité souvent une peur. Souvent. Bien sûr que ça peut ne pas être le cas. C'est juste, j'accroche pas avec le bien, etc. Mais souvent, c'est une peur. Mais sauf que si tu es conseiller immobilier et que tu poses pas la question et que tu ne vas pas chercher l'information, eh bien, en fait, c'est ce qu'il y a de pire pour un commercial, hormis le manque d'argent, etc. Mais qu'est-ce qui bloque? Donc, on a besoin de chercher les informations sur qu'est-ce qui bloque. On a besoin de tenir un registre sur pourquoi est-ce que les gens ne se positionnent pas, en essayant d'avoir les vraies raisons et pas des fausses barbes. Okay, donc ça, c'est un travail à faire de closing pour avoir les vraies informations et de tenir, pour moi, une raison pour laquelle les personnes ne se positionnent pas. Donc normalement, quand on est un bon conseiller immobilier, on a ça comme fiche, d'autant plus sur un marché en pénurie d'acquéreurs, pour savoir exactement ce qui se passe. Et à force de croiser les données, s'il y a les mêmes types de motifs qui reviennent, moi, de ce que j'ai constaté souvent, quand il y a le même type d'objection qui revient, c'est que souvent, ça se traduit in fine par un problème de prix, en fait. Souvent. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est tout de suite le cas, parce qu'on a cette période de stabilisation où les gens hésitent un peu, attendent un peu, etc. Pour autant, je pense que quand on va se stabiliser en termes de taux autour de entre 3,5 et 4,5, je pense qu'on va pouvoir vraiment savoir où se trouve la vérité, tu vois, par rapport à tout ça. Néanmoins, moi, ce que je dis, mon plus gros conseil, c'est
de prendre les informations et de poser à chaque fin de visite, bon, est-ce que le bien vous a plu? Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire une offre sur ce bien? C'est de poser absolument cette question. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire une offre sur ce bien? Et donc là, de traiter les objections. Il y a des objections qu'on ne pourra pas traiter. C'est, voilà, j'accroche pas avec le bien, j'ai pas le coup de cœur. Sur les photos, j'avais un coup de cœur et là, j'ai pas le coup de cœur, etc. Bon, peu importe. En revanche, il y a des objections que l'on peut traiter, comme par exemple, voilà, il y a la route à côté de la maison, c'est vrai qu'il y a le bruit, etc. Même si on avait été averti, du coup, on avait besoin de venir pour se rendre compte, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a la route, etc. OK. Et donc, toi, ton job en tant que conseiller immobilier, c'est de dire, c'est vrai, il y a la route. Simplement, il ne faut pas oublier qu'un bien qui a une route à côté subit quand même, on tient compte de cet ajustement dans le prix de vente du bien. Et donc, sachant que quand il y en a une route, il y a une décote d'à peu près 10-15% par rapport à une maison. Donc, si cette maison n'avait pas la route à côté, vous ne pourriez pas vous l'offrir. C'est la raison pour laquelle, en réalité, pour vous, c'est une chance aussi d'avoir cette route. Et après, notamment, on peut aussi argumenter en fonction de l'âge des personnes. C'est-à-dire que notamment, quand tu vends ce genre de bien aussi à des actifs ou à des jeunes actifs, je peux te dire que si tu as... Après, ça dépend de la route que tu as à côté. Mais si c'est une route avec un passage raisonnable, voilà, mais souvent, en fait, on ne fait plus qu'à de cette route-là. Par contre, oui, si tu es une personne âgée, que tu comptais passer la retraite là, le fait que tu sois sans arrêt au contact de la route, peut-être que là, tu pourras moins utiliser l'argument. Mais moi qui suis un actif et qui, en plus, moi, Jean-Philippe, j'habite à côté d'une route, je peux te dire que je sais que j'ai acheté grâce à la décote. Donc, pour moi, en fait, c'est une chance. Et je sais qu'à l'utilisation, notamment quand on est actif, on repère beaucoup moins cette route-là. Mais c'est normal qu'on la regarde quand on est acquéreur parce qu'on est dans une démarche où on est dans une démarche hypersensible. Mais ça, quand on est conseiller immobilier, on doit expliquer toutes ces choses-là à un acquéreur. C'est une nécessité absolue. Donc on a ce job de réassurance, de closing, d'argumentation, de comprendre qu'est-ce qui cloche dans leur tête. Donc on prend leur cerveau, on le pose sur la table, on dit ok, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qu'on pourra régler, d'autres qu'on ne pourra pas régler. Mais n'oubliez pas que si vous donnez les bons conseils à ces acquéreurs pour se positionner, ils ne vous oublieront jamais et le jour où eux-mêmes ou un proche ont un projet de vente, ils feront appel naturellement à vous. Ok, super Jean-Philippe. Écoute, je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà. Merci, au revoir. Non, tu as dit beaucoup de choses, donc sur ces sujets-là, je pense qu'on a bien étayé. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit récap rapide. Donc, premier point, faire un bilan de ce marché pour pouvoir faire un feedback aux propriétaires. Tout à fait. Aussi mentionner obligation de moyens versus obligation de résultat. Exactement. D'autre part, de dire qu'on est là à ses côtés, de faire montre de réassurance tout de même, et de trouver un meilleur équilibre entre promesses marketing qu'on ne peut pas tenir et réalité du marché. Donc, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Absolument, notion d'intégrité professionnelle, ça c'est extrêmement important aussi. Travailler sa confiance en soi aussi, c'est important parce que, on l'a dit, la vente c'est un transfert de croyances, de connaissances. Donc c'est extrêmement important déjà d'être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre ses clients et les accompagner au mieux. C'est sûr que si votre client ne voit pas en vous une épaule solide sur laquelle il peut se reposer, c'est plus compliqué. Très important. Et effectivement, on va travailler les acquéreurs, c'est-à-dire qu'on va améliorer ces techniques de closing en étant plus poussé, en essayant de bien comprendre pourquoi les gens se lancent ou ils ne se lancent pas. Et puis également, donc, dans cet accompagnement propriétaire, être vraiment les personnaliser au maximum et avoir une relation beaucoup plus forte, parce que justement, dans ces moments-là, c'est pas le moment de faire l'autruche, là, foutre la tête dans la terre, mais de bien être présent à leur côté. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, parce que si à un moment donné, ils se posent la question de changer d'agence immobilière, si vous leur avez apporté un accompagnement 5 étoiles, ils auront beaucoup plus de difficultés à partir s'ils sentent que malgré tout, vous avez fait tout le nécessaire pour les aider malgré la situation. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Jean-Philippe, merci. Merci à toi Cédric, merci. Merci à tous. Allez, ciao, bye bye.